Vous êtes attablé dans un café du Marais, votre café crème refroidit devant vous. Votre téléphone s'allume. Encore. Un message d'un ami proche, celui avec qui vous avez grandi, celui à qui vous avez tout raconté pendant des années. Et pourtant, quelque chose en vous se fige. Vous retournez le téléphone face contre table, vous respirez lentement. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence vous semble plus doux que n'importe quelle conversation. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, cette envie étrange et puissante de prendre ses distances, de mettre le monde en sourdine, vous n'êtes pas seul, et surtout, vous n'êtes pas en train de devenir fou. La société française a une façon bien particulière de juger ce comportement. On vous colle des étiquettes. Ours mal léché, asocial, quelqu'un qui ne fait pas d'efforts. Nanitino. Dans une culture où le dîner en famille le dimanche, les apéros entre amis et les grandes tablées sont presque sacrés, s'isoler volontairement ressemble presque à une trahison culturelle. Mais et si ce besoin de se retirer n'était pas une faiblesse? Et si c'était au contraire l'un des signaux les plus intelligents que votre cerveau puisse vous envoyer? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans la psychologie fascinante des personnes qui s'éloignent. Et je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais le silence des autres, ou le vôtre, de la même façon. Commençons par briser un mythe tenace. Quand quelqu'un prend brutalement ses distances, le premier réflexe de l'entourage est de chercher ce qu'il a bien pu faire de mal. On interprète le silence comme une punition, une forme de manipulation silencieuse, ce que certains appellent la cold shoulder à la française. Mais la réalité psychologique est bien plus complexe et bien plus intéressante que ça. Ce silence n'est presque jamais un message adressé à quelqu'un. C'est un message adressé à soi-même. C'est le cerveau qui dit « Je ne peux plus, j'ai besoin de m'arrêter ». Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à quelque chose de fondamental dans notre biologie. Nous sommes des animaux sociaux, pas par choix, mais par nécessité évolutive. Pendant des millénaires, l'exclusion du groupe signifiait la mort certaine. Notre cerveau a donc développé des mécanismes puissants pour maintenir le lien social à tout prix. L'approbation des autres active les mêmes circuits de récompense que la nourriture ou la chaleur. C'est gravé dans nos neurones. Alors quand quelqu'un choisit délibérément de rompre ses liens, cela déclenche une alarme collective. Les autres ressentent instinctivement quelque chose d'anormal. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Imaginez un disque dur d'ordinateur qui tourne à 100% de sa capacité depuis des mois. Pas de redémarrage, pas de mise en veille, pas de maintenance. À un moment donné, le système plante. Ce n'est pas une défaillance morale, c'est simplement de la physique. Le cerveau humain fonctionne exactement de la même façon. Chez certaines personnes, les interactions sociales ne sont pas une source d'énergie, elles sont une dépense d'énergie massive. Chaque conversation, chaque obligation sociale, chaque message auquel il faut répondre consomme des ressources cérébrales réelles, et quand ces ressources atteignent le niveau critique, une structure bien précise dans le cerveau prend le contrôle. L'amygdale, notre système d'alarme primitif, commence à traiter la présence des autres non plus comme une source de réconfort, mais comme une menace. L'épuisement émotionnel se transforme en signal de danger physique. Et le cerveau, fidèle à sa mission première de survie, cherche la sortie la plus rapide possible. Prendre ses distances, c'est cette sortie de secours. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une réaction neurobiologique. Mais pourquoi certaines personnes arrivent-elles à ce point d'épuisement, alors que d'autres semblent inépuisables socialement? La réponse se trouve dans l'un des concepts les plus importants de la psychologie moderne, la théorie de l'attachement, développée notamment par le psychiatre britannique John Bowlby et enrichie depuis par des décennies de recherche. Dès notre plus jeune âge, nous développons un style relationnel fondamental qui va colorer toutes nos interactions futures. Et ce style se dessine bien avant que nous ayons les mots pour le décrire. Les personnes avec un attachement anxieux grandissent avec une peur profonde et viscérale de l'abandon. Pour elles, maintenir le lien à tout prix est une question de survie psychologique. Elles s'accrochent, elles relancent, elles pardonnent l'impardonnable. Non pas par faiblesse, mais parce que leur cerveau associe la rupture à un danger existentiel.
À l'opposé, les personnes avec un attachement évitant ont appris très tôt que la proximité émotionnelle est dangereuse, peut-être parce qu'on les a étouffés, peut-être parce qu'on les a déçus à répétition. Leur cerveau a tiré une conclusion simple et radicale. Moins tu laisses entrer les autres, moins tu souffres. Face à la surcharge relationnelle, leur réponse n'est pas de chercher du réconfort, c'est de prendre de la distance, rapidement, définitivement. Des recherches en imagerie cérébrale montrent que face à un conflit émotionnel intense, ces deux profils activent des circuits neurologiques radicalement différents. Là où le premier cherche la connexion pour apaiser la douleur, le second cherche l'isolement pour retrouver l'équilibre. Il y a un autre mécanisme chimique fascinant qui explique pourquoi certaines personnes ressentent un soulagement immédiat après avoir pris leur distance. La dopamine, cette molécule qu'on associe au plaisir et à la récompense, joue un rôle inattendu ici. Pour les personnalités très extraverties, la stimulation sociale déclenche des pics de dopamine. Même une dispute animée peut être source de satisfaction neurochimique, mais pour les profils plus introvertis ou hypersensibles, c'est l'inverse. La récompense chimique ne vient pas du contact, elle vient de son absence, du silence retrouvé, de la porte fermée, du téléphone enfin silencieux. Votre cerveau vous récompense littéralement d'avoir pris de la distance. Ce n'est pas un caprice, c'est de la biochimie. Et la science va encore plus loin. Des études par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont démontré quelque chose de bouleversant. La douleur sociale, le rejet, la trahison, l'épuisement relationnel activent exactement les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Le cortex singulaire antérieur s'allume de façon identique, que vous vous soyez blessé physiquement ou que vous ayez vécu une humiliation profonde. Autrement dit, quand un environnement relationnel vous blesse, votre cerveau ne fait pas la différence avec une brûlure réelle. Et que faites-vous instinctivement quand vous posez la main sur une plaque chaude? Vous la retirez. Sans réfléchir, sans négocier, sans vous excuser. Parmi ceux qui utilisent le plus souvent ce mécanisme, il y a un profil particulièrement intéressant. Les personnes à haute sensibilité émotionnelle, ce que le psychologue américain Ellen Aron a théorisé sous le terme de « highly sensitive person », un concept qui a profondément influencé la psychologie clinique contemporaine en France comme ailleurs. Ces personnes ne vivent pas les émotions comme tout le monde. Elles les absorbent. La tristesse d'un ami devient leur propre tristesse. L'anxiété d'un collègue s'infiltre dans leur système nerveux. Elles écoutent avec une intensité rare, elles soutiennent avec une générosité épuisante. Elles donnent sans compter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner. Les psychologues appellent cela la fatigue de compassion. Un état où la capacité même à ressentir de l'empathie s'éteint progressivement, comme une bougie qui a brûlé des deux côtés trop longtemps. Et quand ces personnes atteignent ce seuil critique, quelque chose de remarquable se produit. Elles ne crient pas, elles n'envoient pas de longs messages d'explication, elles ne cherchent pas la confrontation. Elles se retirent, simplement et de manière souvent irréversible. Dans la littérature psychologique, on appelle ça le door slam, le claquement de porte intérieure. L'interrupteur de l'empathie bascule sur off. La personne qui était hier au centre de leur univers devient aujourd'hui un parfait étranger. Il serait malhonnête de ne pas aborder l'ombre de ce mécanisme, parce qu'il en a une. Quand prendre ses distances devient un réflexe systématique, quand la moindre friction relationnelle déclenche un retrait total, on risque de passer à côté de quelque chose d'essentiel. On ne développe jamais la capacité à traverser le conflit, à exprimer ses limites avant d'atteindre le point de rupture, à réparer ce qui peut encore l'être. Et parfois, derrière la personne dont on s'éloigne, se cache en réalité une blessure ancienne qu'on n'a jamais eu le courage d'affronter. On rejette l'autre avant d'avoir à ressentir. Mais il y a une vérité tout aussi importante dans l'autre sens. Parfois, prendre du recul est non seulement légitime, c'est nécessaire. C'est l'acte de lucidité le plus courageux qui soit. Nous avons tous des besoins psychologiques fondamentaux. La sécurité émotionnelle, le respect de notre espace intérieur et, par-dessus tout, le droit d'être authentiquement nous-mêmes sans avoir à nous justifier en permanence.
Quand notre entourage piétine ses besoins de façon répétée, quand chaque interaction nous laisse plus vide qu'avant, quand nous devons constamment jouer un rôle pour être acceptés, notre équilibre psychologique est en danger réel. Faire le ménage dans sa vie sociale, même radicalement, c'est parfois l'unique façon de retrouver son centre de gravité. Ceux qui savent prendre leur distance possèdent une force rare, l'indépendance émotionnelle. Ils ne définissent pas leur valeur par le nombre de leurs relations. Ils préfèrent une solitude choisie et apaisante à une compagnie qui les diminue. Ils ont compris, au fond d'eux, qu'il vaut mieux marcher seul sur les quais de la Seine un soir d'automne que de partager un dîner où l'on vous demande d'être quelqu'un d'autre. Alors la prochaine fois que vous ressentez cette envie de tout débrancher, de vous retirer, de ne plus répondre à personne, ne vous condamnez pas immédiatement. Posez-vous plutôt 3 questions simples. Est-ce de la fatigue accumulée qui réclame du repos et du silence? Est-ce une limite franchie une fois de trop qui demande enfin à être respectée? Ou est-ce un besoin profond et légitime de vous retrouver vous-même, loin du bruit et des attentes des autres? Il n'y a pas de réponse universelle, mais il y a toujours une réponse honnête si vous prenez le temps de l'écouter. Si vous avez dû vous éloigner de personnes importantes à un moment de votre vie, retenez ceci. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas cruel. Vous avez simplement écouté ce que votre système nerveux vous disait avec insistance depuis trop longtemps. La guérison prend des formes infiniment variées. Parfois, elle est bruyante, faite de confrontations et de réconciliations difficiles, mais parfois, elle est profondément silencieuse. Et ce silence-là n'est pas un vide. C'est un espace que vous avez choisi de protéger pour vous reconstruire. Vous avez totalement le droit de choisir le silence pour guérir. J'aimerais maintenant vous lire dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti ce besoin irrésistible de prendre vos distances, de vous éloigner de tout? Et dans les semaines qui ont suivi, qu'avez-vous ressenti? Un poids écrasant ou une légèreté inattendue? Partagez votre vécu. Ces témoignages créent quelque chose de précieux. Ils rappellent à ceux qui traversent que la même chose qu'ils ne sont pas seuls et que leur choix a une valeur. Si cette vidéo vous a touché ou vous a aidé à mieux comprendre quelqu'un qui s'est éloigné de vous, abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu. C'est ce qui permet de continuer ce travail. Prenez soin de vous, de vos limites et de votre paix intérieure. À très bientôt.